Salut les Mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue dans ce robot-vlog numéro 3. Donc, dis Siri, est-ce que tu veux bien envoyer le robot-vlog numéro 3 À qui voulez-vous l'envoyer? à Internet? Un robot-vlog particulier parce qu'aujourd'hui je prends du repos. Enfin, du repos. Hein. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas faire de montage. C'est plus dur que moi, j'ai tendance à me perdre et perdre des heures. Et là, ça fait une semaine que je fais du, on va dire, 10 heures, 3 heures du matin pour créer constamment. J'ai essayé de prendre de l'avance, j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance, mais il faut que je la conserve. Aujourd'hui, ce qui va se passer dans ce vlog, c'est que je vais m'efforcer de finir mon petit-déj tranquillement. Je vais regarder, parce que ça je le fais tout le temps au final, parce que c'est plus fort que moi, il faut toujours que je fasse des activités qui me servent, parce que j'arrive pas à m'arrêter, je fais que bosser, je fais que ça. Je regarde des vidéos pour m'inspirer d'autres youtubeurs. Là, c'est des vidéos sur les pubs. Je suis en train de préparer une analyse, savoir s'il y a trop de pubs sur YouTube, à faire des statistiques, tout ça, ça va être fun. Dit comme ça n'a pas l'air, mais je te jure, ça va être fun. Je vais lire des mangas pour me poser un petit peu. Comme ça, bah tiens, je te ferai une review lecture de ce qui est cool et pas cool. Ça y est, je suis booktuber, c'est officiel. Et je voulais revenir vite fait sur le vlog numéro 2 et parler du robot. Comme tu l'as vu, le vlog numéro 2, j'ai... Ah putain, je me rends compte que j'ai pas fait le truc. Attends. Rappel de SPI pour ceux qui connaissent pas. RoboVlog, qu'est-ce que c'est? Je filme toute la journée avec cette petite caméra. Je prends tous les rushs vidéo et je les donne à mon robot. Et c'est lui qui monte tout ce que tu vois là. Pour revenir vite fait sur le vlog numéro 2 de Noël qui a été monté uniquement par le robot, je me suis dit c'est important de faire un petit point d'analyse avec vous parce que bah il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas. Et puis j'expérimente, hein, je découvre le format avec vous. C'est super intéressant parce que le vlog de Noël prouve que un robot peut être indépendant, une intelligence artificielle peut être indépendante, pas de souci, mais elle a besoin d'être assistée. Parce que dans ce que je vous ai donné, c'est que le robot, j'ai rien retouché. Et on voit bien que c'est pas comme dans les films où tout est nickel, tout est refait à mon style, à ma manière de monter, etc. Il manque le cœur de la vidéo, il manque l'âme, il manque la direction artistique. Ce vlog de Noël aurait pu raconter une réelle histoire. Là, c'est un peu décousu, c'est un peu monté dans tous les sens. Je trouvais que ça marchait pas, c'est regardable, mais ça marche pas. En fait, les robots vont pas nous soulever, tu vois. T'as pas besoin d'être inquiet là-dessus parce que je pense que ce vlog était à l'image de ce qu'on est capable de faire avec l'automatisation et toutes les formes de robots qu'on a, que ce soit intelligence artificielle, machine learning, etc. C'est-à-dire que pour l'instant, mais j'espère sincèrement que ça va évoluer et qu'on aura des robots artistes dans le futur. Mais pour l'instant, même si je mets le robot en tant que créateur principal, j'ai besoin de l'assister pour que le rendu final soit cohérent, pour qu'il y ait une force, pour qu'il y ait une histoire qui soit racontée, pour que tout ça fonctionne en fait. Donc à partir de maintenant, je vais devenir l'assistant officiel de mon robot de montage. Voilà. Du coup, je vais terminer mon petit déj, ça t'embête pas, et je te fais un débrief lecture. À tout de suite. On va vous mettre bien. Hop. Voilà. Ça, elle kiffe. Elle kiffe quand je les arrose comme ça. Ça prend des couleurs et tout. J'ai l'impression de peindre mes plantes. Parce que ces plantes-là, elles boivent aussi par les feuilles et pas seulement la racine. Voilà, c'était l'instant intelligent du vlog. Salut les bookstars. Aujourd'hui je fais mon booktuber, voilà. Ça va pas du tout. Bon, j'ai pas tout lu mais j'ai plein de trucs à vous montrer. En premier, Overlord. J'ai déjà commencé par l'animé. On me l'a offert pour mon anniversaire. Et comme ça j'ai pu comparer les différences qu'il y a entre l'animé et le manga. L'animé est dispo sur Netflix, hein. Du coup si vous voulez le bouffer, allez-y, il est mortel. Overlord, qu'est-ce que c'est? En gros, t'imagines un gros joueur de MMORPG, donc un jeu en ligne à la World of Warcraft, et donc tu as ce héros qui s'appelle Heinz Allgone, oui, qui a le nom d'une bouteille de ketchup. En gros, lui c'est un des meilleurs joueurs du serveur, pour pas dire le meilleur joueur du serveur, ok? Et le jeu sur lequel il est sur le point de s'arrêter, c'est fini, tu vois, genre, les développeurs ont décidé d'arrêter le jeu. Et donc lui, il se fait un dernier kiff, comme il a passé des heures et des heures de sa vie à monter son personnage, à devenir le plus fort et tout, enfin, ça a accompagné sa vie entière. Il a décidé, en gros, pour partir dans un dernier coup de panache, de rester jusqu'à la fin de la mise en ligne des serveurs. Donc il se pose, il attend, voilà, il est dans son château immense avec tous ses potes se déconnectent au fur et à mesure et il reste le dernier. Et dans son château, qu'il avait construit avec ses amis, il a une ribambelle de serviteurs qui s'appellent des PNJ, personnages non jouables. Et ces PNJ, en gros, un PNJ dans un MMORPG, c'est comme toi quand t'étais gamin. C'est-à-dire, c'est un personnage qui a le mérite d'exister, mais tout le monde s'en bat les couilles. Et en gros, quand le serveur va s'arrêter, à minuit pile, il va se rendre compte que tous les personnages, qui d'habitude sont juste des assistants, si tu veux, un peu des robots assistants,
pour faire très très simple, ils vont prendre vie et ils vont être à son service. Et lui, donc, il va rentrer dans son personnage en mode un peu light de Death Note, en mode je suis le plus grand des tueurs, pliez votre genou devant moi. Enfin, tu vois, genre un truc très théâtral, très noir. Et t'as tout le monde qui va être là en mode oui, maître. Et donc, ça va créer un truc totalement barré. Et à la manière, et ce qui est super génial dans ce manga, c'est que c'est un shonen construit de la même manière que One Punch Man. C'est un shonen inversé. C'est-à-dire que tu démarres avec un personnage qui a tous ses pouvoirs, qui est considéré comme le plus puissant du monde dans lequel il est. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il va faire pour avancer dans ce monde. En gros, l'intérêt majeur de ce manga, c'est pour le joueur d'être capable de découvrir le monde sans commettre d'erreur. C'est-à-dire que s'il meurt, il ne sait pas ce qui va se passer, mais il pense que ça va être fini pour lui, quoi qu'il arrive. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a des nouvelles règles, il y a un nouveau monde, et il doit découvrir comment ça marche avec des stratégies militaires. Il va mettre en place des strates militaires, et c'est ultra intelligent et ultra intéressant. Pour une fois, on a un perso qui est d'une intelligence supérieure, et on n'a pas un débile profond, c'est super cool. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de sonder petit à petit, de voir en fait s'il y a d'autres joueurs comme lui qui ont été pris au piège, ou s'il est le seul et unique être plus puissant sur Terre. Et petit à petit, en fait, son objectif, ça va être de dominer le monde. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est ultra fidèle à l'animé. L'adaptation animé-manga, c'est très fidèle. Je sais pas si ça change à l'avenir parce que j'ai pas encore avancé. Néanmoins, j'ai pu noter une différence notable qui est super cool. C'est dans le manga, dans certaines scènes qui sont de l'ordre de l'émotionnel, pour accentuer en fait le fait que ce soit intense et vécu de manière très forte par les personnages, par les protagonistes par exemple, il y a un changement carrément de design. Il y a un changement de style, tu vois. Habituellement, on est sur quelque chose comme ça, voilà, avec ce genre de perso, ce genre de style visuel, ce genre graphique. Et pour montrer en fait sa détresse, t'as le style du dessin qui va changer totalement en fait. Ça permet de renforcer les scènes et montrer émotionnellement comment les personnages vivent les choses. Ça, c'est pas présent dans l'animé. Dans l'animé, il y a un moment de malaise quand même, par exemple dans cette situation, mais j'ai trouvé ça plus intense dans le manga, tu vois. Après, l'adaptation, pour l'instant, de ce que j'ai vu, elle est très fidèle, hein. Case par case, c'est la même chose. Donc si vous voulez commencer par l'anime sur Netflix, faites-vous une idée. Comme ça, après, si vous voulez basculer sur le manga, ce sera que du bonheur. Ensuite, j'ai commencé Levius. Voilà, c'est ce truc-là. Alors ça, pour le coup, c'est ultra stylé. C'est un monde qui est complètement dominé par un nouveau sport, qui est en fait le combat de ring d'Android. Comme tu peux le voir, on va suivre les aventures de Levius, qui lui est le héros avec un bras méca, quoi, et d'autres modifications cybernétiques. Et donc il y a différents niveaux de combattants. Tu as le niveau 3, niveau 2, niveau 1, voilà. Et son objectif à lui, c'était d'atteindre le niveau 1. Et donc on commence, ou en gros, on voit comment est-ce qu'il arrive à devenir le meilleur. Comment est-ce qu'il arrive à atteindre le niveau 1. Et à partir de là, en fait, il va devoir se sacrifier pour dépasser son niveau, pour dépasser son niveau de performance habituel et pour devenir le meilleur. Et à tel point que ça va l'amener dans un coma. Et le début est très difficile à suivre parce qu'il y a toute une mise en place d'un plot politique. Parce qu'en fait, ce sport est devenu tellement fort et a une influence tellement énorme dans le monde qu'en fait, les nations elles-mêmes utilisent les duels de boxe automates comme terrain en fait conflictuel pour régler les différences entre les pays, les nations, etc. Donc en fait, tu as tout un aspect politique qui est mis en place dans le premier tome et qui est assez lourd au début. Et donc tu as du mal à suivre parce qu'on démarre dans une temporalité où il devient le meilleur, ensuite il y a son coma, et donc tu as une ellipse, donc on arrive après beaucoup plus loin dans l'aventure, et on commence réellement en fait là. Donc si tu veux, c'est comme une espèce de prologue. Mais une fois qu'on a passé ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre et à suivre, et comprendre quels personnages sont impliqués dans l'histoire. On va suivre grosso modo 4 personnages, et ils vont tous plus ou moins vouloir devenir les meilleurs pour des leitmotifs différents. Franchement, c'est la bonne découverte sur lequel j'attendais absolument rien. Je vous encourage à y jeter un oeil. Si vous aimez tout le délire cyberpunk, si vous aimez tout le délire iRobot, ce genre de choses, ça peut vraiment vous intéresser. Et même d'ailleurs, ça m'a un peu rappelé Fullmetal Alchemist sur certains points d'ailleurs. Parce qu'il y a une espèce de loi de réaction chimique qui permet de générer une espèce de magie alchimique particulière qui se déclenche dans les combats avec des mouvements et des ondes de choc. Enfin, tout est posé de manière très logique, très réelle. Et futuriste, hein, évidemment, parce que ça reste une fiction. Mais c'est bien amené, c'est intelligent, c'est bien amené, Franchement, j'ai kiffé. Pour l'instant, je kiffe et j'attends de voir comment ça va évoluer. Mais c'est très complexe au début, mais faut s'accrocher. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a Mob Psycho, qui m'a été offert par le gérant du Renard Doré. Bisous, Michael, si tu passes par là. C'est une merveille. Moi, je connaissais pas du tout. C'est par le scénariste, je crois, de One Punch Man. C'est ça, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, donc je pense que vous le connaissez. J'ai pas trop besoin de vous le présenter pour le coup. Mais pour ceux qui connaîtraient pas, très rapidement, en gros, on va suivre les aventures de ce petit gars-là. C'est un jeune collégien,
un jeune adolescent, voilà, qui s'appelle Shigeo Kageyama, je crois, enfin, qui s'appelle Mob, d'où le titre du manga. Hein. Et en gros, il va être accompagné par ce mec-là, qui se présente comme étant un maître de la télékinésie et de tout ce qui touche au domaine psychique. Sauf que, ce qui va se passer, en fait, lui, c'est une escroquerie. Hein. C'est une escroquerie, il n'a aucun pouvoir, c'est une espèce de mentalisme, mais il n'a aucun pouvoir surnaturel. Alors que, pour le coup, ce gamin, lui, il a des pouvoirs surnaturels qui dépassent l'entendement, il a une puissance énorme, mais il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est glander et prendre du bon temps. Et en fait, il se fait exploiter par cet énergumène qui va s'en servir pour récupérer de l'argent et résoudre des problèmes via une agence. Des problèmes nuls, vraiment des problèmes nuls, à des gens qui vont payer pour ça. Et le gamin va se faire exploiter, puis un jour, il va dire « Bon, j'en ai un peu marre, j'ai envie de rien foutre, un peu plus loin. » Et voilà, et ça part de ça. Et c'est totalement barré, Lui, pour le coup, il a un style graphique vraiment particulier. À la base, justement, c'est le mec de One Punch Man qui l'avait dessiné. Ils l'ont retravaillé derrière. Parce qu'il a un style qui clairement va pas plaire à tout le monde. Qui a un côté un peu dessin enfant, mais un peu dégueulasse, bizarroïde, cabinet de curiosité, tu vois. Très malaisant. Parce que, justement, ça colle totalement à l'univers. Ça mourait de rire. C'est très difficile à décrire tellement c'est absurde. C'est de l'humour japonais absurde. Ça va dans tous les sens. C'est super drôle. Ouais, c'est unique. Ensuite, alors le suivant, c'est Saltiness, que j'ai acheté dans la boutique de manga de la Yaku Shop à Paris de Christophe. Un gros bisou parce qu'il a totalement bien visé mes goûts. Il m'a dit, écoute, toi tu aimes les trucs chelous. Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'as de plus barré à me conseiller qui me correspondrait bien? Il m'a dit, ça c'est pour toi. Il a visé à 100% juste. Il a visé à 100% juste. Ce truc est tellement barré que c'est encore plus difficile que Mob Psycho pour vous le décrire. C'est-à-dire que c'est barré, mais pas de la même façon. Mob Psycho, il y a quand même une certaine logique, ça reste un peu shonen-like, on va évoluer dans une université, etc. Là, on suit les aventures de ce mec-là, qui vit au crochet, en fait, de son grand-père et de sa sœur, et qui, en fait, a, je pense, un trouble psychologique, et qui, du coup, voit et entend des choses, il vit dans un autre monde, en fait. Il a des apparitions, il a des hallucinations auditives, sensorielles, etc. Et donc, en fait, il va vivre dans un monde qui est différent du nôtre. Par exemple, ce qui va se passer, c'est que il va se balader, il va voir un chat, il le regarde, et le chat va le regarder, va lui parler, va lui dire « Écoute, je suis sûr que t'es pas capable de faire 100 pompes là tout de suite. » Voilà. Et en fait, tu vas te rendre compte que lui, c'est un grand malade. Il dit « Ouais, bah si, je suis capable, et il le fait. » Et donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir comment son monde s'impacte au monde réel. Comment est-ce qu'il fait pour vivre dans le monde réel? Parce qu'il va lui arriver des bricoles totalement barrées. Et en fait, ce qui va être l'élément déclencheur de toute cette histoire, c'est que il va se rendre compte qu'il est un poids pour sa famille, à cause juste d'une altercation de merde. Et il va dire, écoute, j'en ai marre d'être un poids pour ma sœur, moi je veux qu'elle soit heureuse. Alors je prends mes clics et mes claques, je me casse en ville et je deviens indépendant. Sauf que ce mec n'a aucune notion de la réalité, je le rappelle. Donc c'est les événements qui vont arriver dans ce livre, c'est juste à mourir de rire. Je me suis tapé des barres dans le métro, comme un con, à rigoler tout seul, et j'ai pas vu le truc venir, franchement j'ai kiffé ma race. Saltiness, si vous aimez les trucs tordus, c'est pour vous. Celle qui m'a fait le plus rire dans le truc. Le genre d'apparition qu'il a, c'est un chat qui va lui dire, écoute, je suis sûr que t'es pas cap, le prochain mec qui arrive là, tu le caresses. Tu lui fais des caresses dans l'entrejambe. Et lui il fait non mais moi je suis un gueudin, je suis un ouf malade, t'inquiète je le fais. Et là on voit dans les cases que la personne qui arrive c'est un flic. Et je vous laisse imaginer la suite, j'en dis pas plus, juste jetez un œil au truc, c'est à mourir de rire. Ensuite, les deux dernières trouvailles, GTO. GTO qui est mon manga préféré, manga animé préféré. Comme tu peux voir, je sais pas si on va le voir ici, là-haut. Voilà. Je suis un grand amoureux, grand fan de GTO. Et donc ça, c'est la suite de la suite de la suite. C'est Paradise Lost, voilà, le 8e. Donc si vous connaissez pas GTO, je conseille de commencer par GTO plutôt que Young GTO. Moi, j'ai pas du tout accroché à Young GTO. C'est deux univers totalement différents. Donc checkez les deux, voir ce que vous en pensez. Personnellement, je préfère GTO, mais ça n'a rien à voir. Mais les deux sont vraiment kiffants. Grosso modo, il y a 3 sagas de GTO qui sont sorties. Je vous conseille de commencer par GTO classique, ensuite de basculer sur Shonen 14 Days, et ensuite Lost Paradise qui est ça. Mais en réalité, si vous voulez démarrer par quelque chose de récent, vous pouvez commencer par Lost Paradise directement, vous pourrez le comprendre sans avoir vu ce qu'il y a avant en fait. C'est ça qui est cool, parce que en gros, l'histoire, c'est que on commence, Eikichi Onizuka est en prison. Et en fait, il nous explique comment il arrive en prison. Toutes les histoires qu'il va te raconter sont géniales parce que c'est un moyen ultra intéressant de voir les problématiques dans la société japonaise en fait. Sous une touche d'humour qui est juste magique et qui allège un petit peu l'ambiance, mais qui met le point quand même sur des réels problèmes et sur des réalités du Japon qui sont cachées ou qui sont méconnues. Et c'est cool parce que ça va aborder des thématiques ultra importantes, comme par exemple le harcèlement, comme par exemple les stars, les influenceurs de K-pop ou les
les boys bands ou même les influenceurs youtubeurs qui utilisent leur communauté pour aller harceler les gens. Pour le coup, en fait, la puissance de GTO, c'est à chaque fois, c'est d'aborder une thématique réelle à travers une histoire qui va arriver à Eikichi. Et plus en fait on avance dans le temps, donc plus vous allez prendre des mangas récents de GTO, plus ça va coller à l'actualité, parce que chaque livre est écrit en fonction de son époque. Donc les premiers GTO, ils sont super cool, parce qu'ils vont montrer en fait les problématiques liées au lycée, à l'adolescence japonaise des années 90, fin 90, ouais. Je crois même fin 80, début 90. Et là, pour le coup, Paradise Lost, c'est la même chose, mais c'est à notre époque. Et pour ceux qui connaissent déjà GTO, on garde le même humour, on garde la même ambiance, on garde le même type de blague, à mi-chemin entre la réalité parfois qui franchit le cap de la fiction à une fraction de seconde, à un moment clé de l'histoire. Enfin, c'est... Je suis très sensible au dessin de Toru Fujisawa, parce que pour le coup, j'y suis attaché depuis plusieurs années, mais j'adore son style, surtout en ce qui concerne les bolides, les bécanes, les véhicules et tout. Je trouve qu'il a une patte qui lui est vraiment propre. C'est pas ce qu'on voit le plus dans le manga, mais c'est là où son style ressort le mieux, je trouve. C'est les objets sur lesquels son style ressort le mieux. Et dans les dessins de personnages et tout, là où il est fort, c'est dans les expressions. Je trouve que il a un style d'expression, de faciès en dessin qui est unique, qui d'ailleurs est devenu plusieurs fois des mèmes. J'essaie de te trouver un exemple. Voilà. Et là, c'est pas le plus dégueulasse, mais d'habitude, Eikichi, il fait des trollface. Là, c'est pas Eikichi, mais voilà, on a des visages très marqués, vraiment des trollface un peu la Jim Carrey, mais plus dans le délire japonais, tu vois, genre avec les lèvres bien mises en avant, les trucs comme ça. Et ce truc-là, je l'ai rarement retrouvé ailleurs, tu vois. Et c'est ce qui me plaît le plus dans le style graphique de GTO. Tiens, ça, typiquement, tu vois. Typiquement ce genre de visage-là. C'est trop cool, c'est vraiment une aventure qui t'emmène d'un coup avec elle, qui part d'un réel très problématique et très intéressant et qui va te montrer des solutions possibles selon le point de vue d'Eikichi Onizuka, tu vois. C'est une belle aventure, en vrai c'est une belle aventure et pour le coup je vous le recommande. Et je suis pas du tout objectif parce que je l'adore, mon amour fou. Et ensuite, donc Desco, que je disais, alors, il a une ambiance vraiment particulière, il a une ambiance un peu film James Bond des années 70-80. Tu sais, genre vraiment nanar. Le nanar un peu de l'agent secret, de l'assassin d'élite, avec une classe certaine, style drôle de dame, ce genre de truc, mais mélangé avec un côté emo, punk rock, hardcore, sanglant, dégueulasse. C'est-à-dire que on va suivre les aventures de Desco, qui est dans un monde où on a en fait une ligue d'assassins, ok? Ce monde fonctionne, il y a des contrats. Par exemple, moi, voilà, je m'entends pas bien avec... je sais pas, mon voisin, je décide de le foutre sur contrat, et je dis voilà, vous allez me le buter, et donc en fait le premier des assassins qui le bute récupère la prime. T'as une espèce de traque quotidienne comme ça, et elle fait partie de cette ligue d'assassins. C'est clairement la meilleure, mais la différence avec les autres, ils en font vraiment leur métier, ils le font vraiment de manière professionnelle, de manière sérieuse, en plus de le camoufler dans la vie réelle. Elle le fait par passion, parce qu'elle aime tuer des gens. Elle a des phases en fait, elle a des phases dépressives, et quand elle n'est pas en phase dépressive, elle se dit oh je vais mieux, j'ai envie de tuer des gens. Et elle le fait bien, donc elle est vraiment faite pour le métier. Alors tu vas pas suivre ça pour l'histoire, parce que les choses, on les voit venir un petit peu. Par contre, si tu veux une bouffée d'action non-stop, que ça s'enchaîne, que ça explose, que ça envoie et tout, et qu'il y ait des animations, enfin des dessins de combat, des mises en scène stylées, des interventions classe, tu vas retrouver ça là-dedans. Ça me fait beaucoup penser aux actions musclées que Batman a quand il rentre dans une scène et qu'il y a des ennemis, qui réfléchit à comment est-ce qu'il fait pour tous les mettre KO et par exemple sécuriser un otage. C'est une espèce d'équipe d'intervention d'élite des assassins. Et Desco, en fait, elle modifie des jouets pour enfants, des poupées, des trucs ultra creepy glauques pour en faire des explosifs C4, des pièges. Elle met des lames cachées dans les langues de poupées. Enfin, c'est que des trucs ultra emo dark, ultra sympa. Enfin, c'est vraiment un style assez unique. Et pour le coup, l'illustration va totalement avec l'histoire qu'elle raconte. C'est très sanglant, très violent. Si vous voulez de l'action à foison, c'est fait pour vous, tu vois. Là, typiquement, voilà une scène d'action. Et c'est ça qui est cool, c'est que les scènes sont bien pensées, elles sont bien chorégraphiées, elles sont bien faites. Franchement, j'ai pris un plaisir à lire ce truc-là, je m'attendais à vraiment rien du tout, et j'ai adoré. Et ça, c'est les phases, donc, un peu plus drôle de dame-like de la numéro 1. Parce qu'en fait, tu vois l'ancienne numéro 1 des assassins qui s'est laissé dépérir, et qui du coup décide d'engager Desco pour
la tuer elle, parce qu'elle est tellement forte que personne n'arrive à la tuer. Tu vois un peu le délire totalement noir que c'est. Enfin voilà, c'est ultra intéressant. Moi j'aime bien. En fait, ce qui va attirer ma curiosité du début à la fin, c'est que clairement ils ont des cibles. Ces cibles doivent mourir, mais on n'arrive pas encore à comprendre. Enfin, même là où j'en suis dans le tome 7, c'est en 9 tomes, hein, donc ça se finit vite. Même là où j'en suis dans le tome 7, on cherche à comprendre pourquoi est-ce que ce sont ces cibles-là. Et en fait, c'est ce truc-là qui va te driver sur la suite. En plus d'apprécier les belles chorégraphies, les belles explosions, les belles séquences d'armes, etc. Si vous aimez l'action, Desco, c'est pour vous. Voilà, c'était tout. C'était la rubrique Booktuber Anthony et le Gremlins. Et là, je vais aller me coucher. Et on se retrouve pour le timelapse de la récupération et du montage de mon meuble. Enfin, de mes meubles. À tout à l'heure. Ça y est, je viens d'effectuer le dernier effort. Voilà la table. Et voilà ma magnifique bibliothèque. C'était l'épreuve. En fait, j'avais pas prévu un truc. J'y suis allé en trottinette. Je me suis dit, ça va être pratique pour pousser les meubles le temps d'aller sur le trottoir et d'appeler un van Uber. Sauf que l'équilibre, il fallait qu'il soit parfait. Un monsieur m'a aidé. Heureusement qu'il y avait un monsieur gentil, sinon j'aurais jamais réussi tout seul. Ça pèse une tonne. Ça pèse une tonne. Je voulais me faire livrer. J'aurais dû me faire livrer. À la base, je voulais me faire livrer. Et sauf que c'était archi cher. C'était genre 70 putains de balles la livraison. L'abus, hein, l'abus. C'était la mission. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais monter tout ça. J'ai hâte de finir le bricolage pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est parti. Je viens de passer littéralement 6 putains d'heures pour faire ça. J'en suis à l'étape 4 sur 14. Voilà, donc je pense que je vais me manier le cul, hein, parce que j'ai dû aller me coucher alors que le meuble n'était pas terminé. Et puis là, on va partir en timelapse. C'était l'entraînement, ok? C'était l'entraînement. Ne me juge pas, c'était l'entraînement. On va le mettre là, et c'est parti. Comme ça, elle a l'air nickel, mais comme un connard, j'ai laissé une vis en dessous pendant que je bossais de l'autre côté, je l'ai pas vu. Du coup, j'ai niqué tout l'intérieur, j'ai bien le seum. Et quand il n'y a pas ça, il y a d'autres trucs. Il y a des vis. Alors, franchement, moi je suis pas un youtubeur qui vous ment là, quand je vous dis n'achetez pas chez Confo. Hein. Parce que les mecs qui font des pré-shots pour les vis, c'est de la merde. Parce que pour visser, tu dois le faire à la main, ça. Genre, tu dois être Hercule pour enfoncer une vis classique. Parce qu'évidemment, la perceuse, elle rentre pas là-dedans, tu vois. On peut pas dire que je vous conseille pas des bons trucs. Là, mon conseil, le bilan, ce sera n'allez pas chez Confo, hein, parce que putain, c'est de la bonne merde. Hein. Je sais pas si j'ai pas des vis en exemple, là, parce que dans l'ensemble, ça va, je me suis bien démerdé, mais... Laquelle? Ah, voilà. Typiquement, voilà ce qui arrive. Genre, là, je suis au bout, et je peux pas la finir. C'est un plaisir. Ah oui, et puis oui. En fait, là, le pré-shot, il est fait ici, tu vois. Attends. Fais le fou, voilà. Le pré-shot il est fait ici. Et en fait dès que je l'ai mise dedans, j'ai même pas forcé hein. Ça a niqué tout le morceau de bois et c'est parti avec. Alors ça tient, c'est pas gênant, ça fait un petit style MDR. Non j'ai trop le seum. Ça s'est pété en 2-2, j'avais vraiment le seum. Donc ça prouve à quel point c'est de la merde. N'achetez pas Conforama. Voilà. Mais sinon dans l'ensemble le reste ça va, j'ai quasiment tout fait à la main. Et j'ai finalisé à la perceuse 2-3 petits trucs. Voilà. Ça va. Ah oui, puis j'ai oublié de préciser aussi. Alors ça y est, du coup, elle maintenant elle est montée. J'ai niqué le fond, parce que le fond était trop fragile, j'ai percé au mauvais endroit. Et là, dans la table, il nous manquait une vis. Voilà, merci Confo. Un plaisir. Du coup, j'ai dû prendre une petite au lieu d'une longue. Je suis pas sûr que ça tienne dans le temps. Hein. C'est au prix où je l'ai payé, je suis là en mode ah, ça fout le seum quand même. Enfin voilà. Pour moi, ça a un petit peu de la gueule et ça permet de ranger les trucs. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog. Beau vlog. Ciao.